Ça y est, enfin, mes parents ont décidé que je ne serai plus pensionnaire à partir de cette année. Ils espèrent ainsi pouvoir me surveiller de plus près et éviter que je me fasse renvoyer à la fin de l'année. Mais nous habitons maintenant au Diable Vauvert. Ils ont quitté Ixelles pour Anderlecht, mais Anderlecht en rase campagne. Et je vais devoir prendre un bus et 2 trams pour me rendre dans ma nouvelle école à l'avenue Louise. Vous imaginez ça? Alors mon père, il titille mon manque d'ardeur, voilà. En m'invitant à prendre patience encore pendant 2 ans, et après quoi j'aurai 18 ans, et je recevrai une voiture. Bof, vu comme ça, ça laisse rêveur, hein. Et donc, du coup, ok, j'accepte de prendre le bus et les 2 trams, évidemment, bien sûr. Ce n'est pas commode d'être immergé d'un seul coup dans une nouvelle école. D'autant que c'est la 3e fois en 4 ans. Et tout est à refaire. Il faut resympathiser, faire amende honorable pour entrer dans les groupes qui sont déjà constitués et surtout ne pas se tromper de groupe parce que la première impression n'est pas toujours la meilleure conseillère. Mais les élèves ici sont plus expressifs. Je vais avoir de la concurrence. Mais cela ne me déplaît pas parce que moi j'aime les défis. Renée deviendra très vite ma meilleure amie. Elle n'habite pas très loin de ma nouvelle maison et nous prenons la décision de faire la route ensemble. Et c'est là que je découvre le plaisir des transports en commun. C'est bourré de jeunes qui ne demandent qu'à sympathiser. C'est la partie la plus rigolote, la plus amusante de la journée. Mais primo parce que c'est mix et deuxio parce qu'il n'y a pas de prof pour nous sermonner. Les transports en commun, eh bien, c'est vraiment des vacances. Renée et moi, nous décidons de ne pas prendre le repas de midi à la cantine. En 4e année, c'est permis. Alors pourquoi ne pas disposer de ces 2 heures de liberté qui nous sont offertes? Notre terrain de jeu s'étalera sur la porte de Namur, qui comprend pas mal de distractions. Alors on a commencé par faire la connaissance avec les snacks des grands magasins, c'était plus sécurisant. Puis on s'est aventuré dans les snacks moins conformistes, à Frondru. Et au bout de quelques semaines, on s'est aperçu de l'existence de petits cafés sympas qui proposaient de la soupe et des croque-monsieur à déguster à côté d'un jukebox piqué aux hormones. Il était fréquenté par les employés de chez Kodak. Un autre, par exemple, restaurait le personnel du Sermalux, et bien d'autres encore. Bref, une jungle de jeunesse bruyante et décomplexée, qui venait ici pour décompresser des rigueurs professionnelles en se lâchant dans des rocs endiablés. C'était Byzance aux portes de l'enfer. Si mes parents venaient à débarquer, eh bien je ne parierais pas sur mon avenir. Il nous est arrivé plus d'une fois d'oublier l'heure et de devoir simuler toutes sortes de choses pour expliquer notre retard, mais à l'époque ça passait comme une lettre à la poste. Ben oui, bien sûr, parce que la jeunesse scolarisée était plus docile et les parents mettaient un point d'honneur à enseigner à leurs enfants le respect du corps enseignant. Donc les profs, ils ne pouvaient pas imaginer qu'on leur mentait. Durant ces 2 heures de midi, j'ai vu pas mal de vieux films, des vieux films d'auteur, dans ce vieux cinéma de la chaussée d'Ixelles, qui ouvrait ses portes à midi pile, en vous envoyant dans le visage une grande bouffée d'air vicié aux effluves de moisis. Mais on s'habitue très vite. L'endroit semblait glauque à première vue. Il y a tellement peu d'éclairage, la plupart des ampoules ont vécu et sont allées rejoindre le paradis des ampoules. Les velours cramoisis des fauteuils laissent apparaître la trame de jute qui les constitue. Mais on finit par s'habituer et ne plus voir ce vieux décorum qui est devenu notre ami. C'est un constat que j'ai eu l'occasion de faire de nombreuses fois. L'inconnu nous fait peur, alors que les habitudes nous sécurisent. Nous, les humains, avons une faculté d'adaptation exceptionnelle. Quand notre environnement change d'aspect, nous adaptons nos perceptions sensorielles de manière à se créer un relatif confort émotionnel acceptable.
Il m'est arrivé beaucoup de fois de me retrouver à l'hôpital et d'être en proie aux tracasseries domestiques que je n'avais pas eu le temps de gérer avant mon admission. Et de constater que, 2 jours plus tard, les murs de la chambre étaient devenus les limites de mon univers. Parce que mon cerveau décomptait les minutes avant l'arrivée du plateau repas et ensuite il s'occupait à faire des hypothèses sur le nom de l'infirmière qui ferait la nuit. Bref, l'autre côté des murs n'existait plus. Il n'y avait plus rien. Et j'ai assisté à ce même phénomène lorsque j'ai rendu ma dernière visite à ma grand-mère des Ardennes. Elle était hospitalisée en soins palliatifs à 92 ans. Et je m'attendais à être accueillie comme son petit rayon de soleil. Et à ma grande surprise, elle s'était reconstituée une famille autour d'elle, en les personnes des infirmières. Elle aussi s'était créée un confort émotionnel en réduisant son univers au mur de sa chambre. Et moi j'étais à l'extérieur de cela. Ça m'a beaucoup touchée, j'ai même éprouvé une sorte de jalousie. J'étais sortie de son champ d'amour. Mais tous ces phénomènes sont des mécanismes de protection contre les douleurs de l'âme. Et bien heureux sommes-nous d'avoir toutes ces facultés d'adaptation. Et puis un jour, j'ai eu 18 ans et une superbe 2 chevaux Citroën bleu ciel m'attendait sur le parking devant la maison. C'était pas courant les filles qui avaient une bagnole à cette époque-là. Inutile de vous dire combien cela a changé ma vie. Parce qu'à pied, on peut prétendre faire 5 km en 1 heure. À vélo, on en fait 20. Et en voiture, on en fait 100. Mon terrain de jeu venait subitement de prendre de l'ampleur. Alors ma copine Renée et moi avons exploré d'autres paradis. Le bas de la ville présentait pas mal d'intérêt. Beaucoup de lieux fréquentés par des jeunes ouvraient les portes dès midi pour l'apéro. Et c'est comme cela que Renée et moi passions nos après-midi du samedi et du dimanche dans les dancing branchés de l'époque. Je me rappelle fort bien d'un lieu qui s'appelait Les Cousins, en l'honneur d'un film de Claude Chabrol et avec Jean-Claude Brialy. C'était la montée de la nouvelle vague. Ce dancing avait élu domicile au premier étage d'une maison du XVe siècle de la Grand Place, la maison du Renard. La musique dégueulait par les fenêtres à la flamande et quelques jeunes jouaient les tribuns sur le fragile balcon accroché à la façade. Et c'est là que j'ai entendu Eddie Mitchell et sa voix de crooner en live pour la première fois. C'était hallucinant de voir la modernité du concept. On sortait des bals d'été dansants organisés par les adultes et clac, tout change. Les jeunes passent aux commandes et imposent leur musique, leur style de vie, leur philosophie. En moins d'1 an, les vieux disparaissent du paysage. Ils ne sont plus les références du savoir-faire et du savoir-être. Ils sont carrément exclus de la nouvelle vague. On quitte les Cousins pour la Mousson. La Mousson rue Léopold. C'est une autre forme de jeunesse, plus argentée, plus hautaine. Elle danse un rock maniériste, un peu raide et saccadé comme des marionnettes, avec le petit doigt en l'air. Mais c'est grisant, c'est nouveau. Et ici, il y a quelques seaux à champagne qui traînent sur les tables. Le bar est complètement ouvert sur la rue, par de grandes portes à glissière. Et il y a autant de monde sur le trottoir qu'à l'intérieur. Et il est à peine 3 heures de l'après-midi. Mais les groupes d'amis sont plutôt fermés et il est difficile de se faire accepter. Il y a aussi le Johnny Guitar, dans une cave, à la place de la Monnaie. Ça, c'est le repère des blousons dorés. On y accède par un étroit escalier en colimaçon, et le fun, c'est de faire croiser ceux qui montent et ceux qui descendent. Parce que ça excite les garçons, parce qu'ils frôlent les filles, et ça excite les filles parce qu'elles se croient désirées. Mais une fois arrivé dans la cave, hurlante de musique, il faut immédiatement sortir sa machette pour fendre la fumée qui y règne. Nous, les nouvelles, on tient 10 minutes, hein, et puis on se précipite dans l'escalier pour rejoindre l'oxygène de la rue et renaître à la vie, voilà, à côté des cabriolets simonisés et qui sont garés dans tous les sens. Mais le plus marrant, ce sont les petits cafés jukebox, dans les petites rues perpendiculaires. Là, à partir de 15 heures, eh bien, c'est la Java.
il y a autant de monde sur la rue qu'à l'intérieur. C'est le lieu des blousons noirs, des vice-mètres comme on dit à Bruxelles, c'est-à-dire les mauvais garçons ou ceux qui se font passer pour tels. La musique est plus rythmée, plus saccadée, avec des grands solos de batterie. Et on y pratique un rock acrobatique, c'est hypnotisant de les regarder danser. Ils dansent avec les genoux fléchis comme des chimpanzés pour donner de l'élasticité à leurs enchaînements et rebondir avec aisance. La culotte des filles est ce qu'on voit le plus. Chaque couple a besoin de beaucoup de place, alors ils dansent les uns après les autres. Et les spectateurs hochent la tête en rythme, mais ne les quittent pas des yeux, parce qu'ils ne veulent pas en perdre une miette. Ils sont en plein apprentissage, parce qu'ils rêvent d'occuper cette place. Là, on boit des chopes et de la crique lambique. C'est plus démocratique et mieux supporté par notre argent de poche. À 18 h, on lève l'ancre. Je dois être à la maison à 19 h ou plus tard, pour conserver la confiance de mes parents. Mais j'ai plein d'images dans la tête. J'ai le sentiment d'être au cœur de la vie, de faire vraiment partie de cette jeunesse libre et audacieuse. Aucune frustration ne m'habite par rapport à la semaine de travail qui arrive. Ça me donne même envie de travailler, et de bien travailler, parce que moi aussi un jour, je vais occuper le centre de la piste.